J'ai compté plus de 200 nouveautés ces 2 dernières semaines, une situation typique quand on est, juste une semaine avant la conférence re:Invent à Las Vegas. Alors j'ai essayé de regrouper les principales nouveautés par catégorie, on parlera de CloudFront, de S3, de DynamoDB, et puis d'un paquet d'autres services aussi. Accrochez vos ceintures, c'est le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Merci de nous écouter tous les vendredis matins dans toutes les bonnes applications de podcast. En tout cas, si vous nous trouvez dans votre application de podcast, on peut dire que c'est une bonne application de podcast. Amazon Music, Apple, Spotify, Deezer, sur YouTube également, sans vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à vous abonner également pour recevoir les downloads tous les vendredis matins. Une semaine sur 2, vous le savez, j'ai un invité et on débrief une architecture, un projet qu'ils ont fait dans le cloud avec un retour d'expérience sans langue de bois. Et puis une semaine sur 2, c'est moi tout seul qui essaye de débriefer les nouveautés des 2 dernières semaines. Et souvent ça tourne autour de 70, 80, 90 nouveautés en 2 semaines. Ici on a explosé les compteurs. On est à plus de 200. J'ai arrêté de compter à 200, mais il y en a plus que 200. Pourquoi ? Parce que la semaine prochaine, à Las Vegas, Nevada, aux États-Unis, c'est la conférence client d'AWS qui s'appelle re:Invent. Ça sera mon 11e re:Invent, je crois, où j'ai quelques talks et puis on participe par d'autres façons aussi, notamment avec des podcasts. J'essaierai de vous ramener des sons de Las Vegas. J'ai déjà booké un peu de temps avec certains d'entre vous. Merci de m'avoir donné du temps, d'avoir donné du temps pour les auditeurs du podcast. On essaiera de débriefer les principales annonces depuis Las Vegas. Mais là, une semaine avant, c'est un peu toutes les équipes services qui essayaient de réaliser, de sortir quelque chose pour re:Invent, et puis ça n'a pas été choisi pour une keynote, donc ils sortent un peu avant, et donc on a des dizaines et des dizaines de nouveautés, et des grosses nouveautés, à tel point que certains d'entre vous sur les réseaux sociaux me disaient mais qu'est-ce qui va rester pour re:Invent si on a tous ces gros trucs là qui sortent maintenant, qu'est-ce qu'il y aura la semaine prochaine? Et là évidemment, motus, bouche cousue, vous le découvrirez la semaine prochaine. La semaine passée, c'est mon lapsus, mon cerveau était déjà une phrase plus loin. La semaine passée, juste après avoir terminé l'enregistrement, il y a une grosse nouveauté qui est sortie, et je m'en veux un peu de ne pas pouvoir l'avoir dit vendredi passé, mais c'est vraiment sorti dans la nuit de jeudi à vendredi quand j'avais déjà enregistré. C'est la possibilité de gérer des comptes root, donc le root account, vous savez, celui qui vous permet de tout faire sur un compte AWS, et bien de les gérer de façon centrale à partir du compte principal dans une organisation. Donc une organisation, c'est cet service qui permet de gérer plusieurs comptes AWS. Et bien maintenant, depuis votre compte de management, vous pouvez désactiver tous les mots de passe des user root, mais aussi les access keys et les secret keys pour s'assurer qu'il ne reste pas de credentials qui permet d'accéder à ces comptes. Donc vos security officers ou les responsables de la conformité vont adorer cette fonctionnalité. Puis vous allez me dire, oui, mais il y a certaines actions qui doivent se faire avec un compte root. Par exemple, débloquer une bucket policy d'S3 qui a été un peu trop restrictive et vous n'avez même plus les droits pour la débloquer vous-même. Il faut être root pour la débloquer. Même chose sur SQS. Eh bien, il y a un nouveau mécanisme également dans IAM qui permet de demander temporairement des credential root pour une tâche spécifique, donc pour débloquer votre bucket S3 ou pour débloquer votre queue SQS. Il y a 5 ou 6 tâches qui sont prévues par le système et donc vous pouvez demander, si vous avez les permissions évidemment pour le faire, la possibilité d'avoir des credentials temporaires pour faire ça. Allez jeter un coup d'œil, je vous mets les liens évidemment dans les notes du podcast. Pas grand chose à dire, mais vous avez vu que la console a un nouveau look. Au lieu d'avoir des boutons carrés, elle a des boutons ronds. Et puis c'est un peu partout comme ça. C'est l'application de Cloudscape, ce framework graphique qu'on avait open sourcé il y a quelques années déjà, qui débarque maintenant dans la console, qui donne un thème un peu plus moderne à l'application web de la console. Les listes sont plus visibles, les listes de menus sur la gauche sont plus lisibles également. Il y a des contrastes plus forts, les couleurs sont un peu plus flash, un peu plus présentes, et les boutons sont ronds, comme vous l'avez remarqué sur les réseaux sociaux également. Alors il y a 2 semaines, il y a eu une première valse d'annonces, EventBridge qui annonce jusqu'à 94% de réduction de latence sur le bus d'événement. Donc c'est le moment entre lequel un événement est posté, le moment où il peut être traité, et ça
il y avait parfois des latences d'1 ou 2 secondes, ce qui empêchait certaines catégories d'applications qui doivent réagir très, très, très rapidement. Et bien, typiquement, sur des applications de référence que l'équipe utilise, il mesure une réduction des latences de 2,2 secondes à 0,129 secondes en P99, en percentile 99. Donc, sans rien faire, eh bien voilà, votre Event Bridge va plus vite. En tout cas, il y a moins de latence. Une nouveauté d'il y a 2 semaines aussi, c'était dans Firehose, Amazon Data Firehose, qui est en preview, enfin pas Data Firehose, mais la nouveauté est en preview. C'est la possibilité de faire du Change Data Capture, c'est-à-dire vous lui donnez un connecteur sur une base de données et il va automatiquement détecter les changements sur cette base de données et l'écrire dans S3 au format Apache Iceberg, ce qui vous permet de continuer de faire des queries sur S3 directement avec des outils comme Athena par exemple. Et puisqu'on parle d'S3, la limite supérieure du nombre de buckets par compte AWS a été levée à, tenez-vous bien, 1 million de buckets par compte AWS. Alors il reste une soft limit à 10 000 par défaut. Si vous voulez aller au-delà de 10 000, il faut lever un ticket au support, faire une demande, mais techniquement ça peut monter jusqu'à 1 million, donc on peut rêver de certains comptes AWS où il y a quasiment un bucket par objet. Et puis une autre nouveauté, c'est DynamoDB qui réduit les prix, et pas un peu, 50% de réduction sur le on-demand throughput et une réduction jusqu'à 67% sur les global tables. Donc le on-demand throughput, c'est quand vous ne savez pas exactement quelle est la capacité dont vous avez besoin pour vos applications, et donc vous payez à la demande. Ça coûte un peu plus cher à l'unité, mais si vous n'avez pas beaucoup de trafic ou des trafics imprévisibles, souvent ça coûte moins cher que du reserve. Donc il y a toujours une balance à faire entre le reserved et le on-demand, mais ici le on-demand vient de baisser de 50%, donc c'est idéal pour les petites applications, pour les applications dont vous ne connaissez pas les patterns de trafic, ou pour les environnements de dev et de développement. Et puis il y a une réduction de prix également sur l'écriture entre régions quand on fait du global table, donc des tables qui sont répliquées automatiquement dans une autre région. Cette semaine, c'est Aurora qui a ouvert le bal avec une demande très 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 fréquente de nos clients, Aurora Serverless V2, cette base de données relationnelle compatible Postgres et MySQL, qui est maintenant scalable à 0. Les puristes du serverless disaient c'est pas vraiment serverless puisqu'on peut pas scaler la partie compute, en tout cas à 0. Il fallait donc sur Aurora Serverless on réserve des capacités, des capacity units, des ACU, et le minimum des ACU c'était 0,5 ACU jusqu'à cette semaine. Maintenant vous pouvez avoir 0 comme ACU, donc la partie compute s'arrête si vous n'utilisez plus la base de données. On en a profité également pour faire un tout petit update. C'est maintenant MySQL 8.39 et Postgres SQL 17 qui sont disponibles sur Aurora. Bedrock a son lot de nouveautés également. Bedrock Flows devient disponible pour tout le monde. Avant, ça s'appelait Prompt Flow. C'est un environnement graphique qui vous permet d'enchaîner des prompts. Peut-être un peu comme on fait avec PartyRock, si vous avez déjà essayé PartyRock, mais plus pour les développeurs, un peu plus technique. C'est un éditeur graphique dans Amazon Bedrock. Il supporte également les Binary Vector Embeddings. Les embeddings, vous savez, ce sont ces vecteurs qui portent de la sémantique, qui sont générés par des modèles d'embeddings comme Cohere par exemple, ou Amazon Titan. Eh bien la représentation binaire de ce vecteur permet de gagner de la place et est plus efficace aussi pour calculer la proximité entre deux vecteurs. Donc c'est supporté dans la partie Knowledge Base. Il y a une nouveauté également sur Bedrock qui est le Prompt Optimization, qui vous permet d'enregistrer, de tester, de réécrire des prompts pour obtenir la réponse de la meilleure qualité possible des large language models. Et puis si vous développez des applications front-end, AWS Amplify lance une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Amplify AI Kit, qui vous permet d'intégrer des interrogations de large language model dans vos applications, qu'elles soient mobiles ou qu'elles soient web, extrêmement simplifiées, extrêmement simplement, en utilisant le même modèle de programmation que d'habitude sur AWS Amplify. Et la UI Library, la librairie de composants graphiques, s'enrichit également d'un composant de chat. Donc si vous voulez intégrer un chat dans vos applications, c'est que quelques clics, quelques lignes de code à faire avec le nouvel AWS Amplify AI Kit.
CloudFront, le CDN a reçu son paquet de nouveautés également, avec 3 grosses nouveautés. La première, c'est le support des applications gRPC, vous savez, ce protocole binaire créé par Google qui permet de faire des appels d'API à grande performance et surtout d'être bidirectionnel. Oui, je vais dire dans les deux sens, mais ça veut dire la même chose, d'accord, bidirectionnel sur HTTP2. Donc maintenant, si vous avez des applications gRPC, vous pouvez mettre le CDN Amazon CloudFront devant. C'est juste un clic dans la console pour activer gRPC. Autre fonctionnalité extrêmement demandée de CloudFront, c'est la possibilité d'avoir une origine qui est dans un réseau privé VPC. Jusqu'à présent, les origines de CloudFront devaient toujours être des load balancers ou des instances EC2, mais enfin en général des load balancers publics ou un bucket S3. Alors le bucket S3, lui, ne devait pas être public. On pouvait mettre des policies qui autorisaient juste CloudFront à aller chercher les données, mais on ne pouvait pas le faire avec les load balancers. Ça veut dire qu'il y avait moyen de contourner CloudFront pour accéder à votre application. Et comme le WAF se trouve dans CloudFront également, ça veut dire contourner le WAF. Et bien maintenant, vous pouvez configurer un load balancer privé dans un VPC privé et dire à CloudFront de se connecter à ce load balancer dans ce VPC privé, rien qu'avec des adresses IP privées. Et tant qu'on parle d'adresse IP, CloudFront supporte maintenant Anycast Static IP, donc pour vous donner une liste d'adresses IP pour se connecter au Edge Location de CloudFront depuis n'importe où dans le monde, des adresses IP Anycast. Cognito a reçu son plus grand update, sa plus grande mise à jour en 10 ans. Ça fait 10 ans que Cognito existe. 3 choses essentiellement. Le passwordless authentication, l'authentification sans mot de passe avec le support des passkeys, mais on garde évidemment l'authentification aussi par email et par message texte, un peu comme les liens magiques que vous avez dans Slack par exemple. Donc on vous envoie un email, vous cliquez sur le lien et ça sert d'authentification. Même chose pour les SMS. Nouveau composant graphique pour le login. Donc si vous voulez pas coder un écran de login, mais c'est pas que le login, c'est aussi créer un compte, oublier son mot de passe, etc. Il y a maintenant un écran qui s'appelle Manage Login que vous pouvez entièrement customiser pour être au look and feel de votre société. Et puis surtout 3 tiers de prix, un tiers qui s'appelle Essential, c'est un tiers plus. J'ai pas le temps d'expliquer tous les détails, mais ça peut être très intéressant pour les petites applications. Allez voir les détails et je vous mets le lien évidemment dans les notes de ce podcast. Côté Amazon EC2, il y a une intégration avec Amazon Application Recovery Controller, ARC, sur le Zonal Shift et le Zonal Auto Shift, et avec les Auto-Scaling Group. Alors c'est beaucoup de charabia, vous allez me dire. Et l'idée, c'est que dans un Auto-Scaling Group, quand il y a une zone de disponibilité qui a un souci, qui est impaired, comme on le dit en anglais, eh bien c'est que l'Auto-Scaling Group n'essaye pas de relancer des instances dans cette zone tant qu'elle est à problème. Et donc ça permet de maximiser la vitesse de recovery de votre application. Donc c'est l'intégration d'Application Recovery Controller avec Autoscaling pour EC2. Et tant qu'on parle de EC2, il y a des nouveautés sur l'Application Load Balancer également qui supporte maintenant la modification des requêtes et des réponses au niveau du Load Balancer. Donc comme on peut le faire avec CloudFront et des fonctions lambda, vous pouvez réécrire les requêtes et les réponses au moment où elles traversent le load balancer. Ça peut servir notamment pour vérifier des postures de sécurité et rediriger vers des pages d'authentification si les requêtes ne sont pas authentifiées. AWS Lambda n'est pas en reste non plus puisqu'on a lancé SnapStart pour Python et .NET. Alors SnapStart, c'est cette solution qui avait été lancée il y a 2 ans qui permet de réduire les temps de démarrage à froid de Lambda, puisque une fois que votre fonction a démarré, on crée un snapshot de la micro-VM dans laquelle votre fonction Lambda fonctionne, et si jamais on doit arrêter les micro-VM et les redémarrer, eh bien on n'en redémarre pas une de zéro, mais on repart du snapshot qui a été ainsi créé, et donc ça permet d'accélérer le temps de récupération d'une micro-VM et d'éviter le temps de démarrage à froid. Pour le moment, c'était uniquement disponible pour Java, parce que c'est Java qui est très sensible au phénomène du cold start sur Python, mais on l'a fait sur .NET pour les mêmes raisons. Il y a une virtual machine qu'il faut charger, toutes les classes qu'il faut charger. Et pour Python,
Python aussi, et là vous êtes plusieurs à m'avoir dit sur les réseaux sociaux, mais pourquoi Python, ça démarre vite Python? Python c'est un langage interprété, il y a une virtual machine à démarrer également, et puis surtout il y a des applications Python qui chargent des librairies qui sont extrêmement volumineuses. Si vous utilisez NumPy par exemple dans vos applications, cette librairie est très très longue à charger. Il y a aussi des applications Python qui chargent des large language models pour faire de l'inférence dans des fonctions lambda, et donc ça peut prendre du temps également, et donc vous pouvez économiser votre temps de call startup maintenant avec SnapStart pour Python et .NET. Attention, c'est pas gratuit. Comme pour Java, il y a un coût pour le stockage de chaque snapshot, et puis il y a un coût pour la restauration de ces snapshots également. D'autres choses sur Lambda, le support d'S3 comme destination pour les événements qui peuvent pas être livrés à S3, qui peuvent pas être livrés à Lambda, si votre Lambda n'est pas capable de traiter des événements. Avant, vous aviez l'option de mettre ces événements dans une queue pour analyse, un deleter queue. Maintenant, vous pouvez les déposer sur un bucket S3 également pour analyse. Et puis, intégration avec CloudWatch Application Signal pour monitorer la santé, la performance de vos applications serverless. Support de Node.js 22 également, et d'un mode provisionné pour les Event Source Mapping, les ESM, quand vous faites des fonctions Lambda qui sont derrière un Apache Kafka. Waouh, ça c'était juste pour Lambda. S3 a reçu quelques nouveautés en plus de son million de buckets sur Express One Zone, donc c'est la classe de stockage d'S3 où on ne replique pas les données autant que dans la classe de stockage par défaut. C'est repliqué sur une seule zone de disponibilité, donc ça convient bien à des objets que vous pouvez recréer éventuellement en cas de perte. S3 Express One Zone permet maintenant d'avoir des lifecycle rules et donc d'expirer des objets. Il permet aussi de faire des appends comme dans un fichier à peu près normal. On ouvre le fichier, on ajoute des données et on referme le fichier. Il y a une amélioration de performance également de MountPoint pour Amazon S3. Vous savez, c'est ce projet open source qui permet de monter dans un file system Linux un bucket, ou une partie d'un bucket S3, et donc de pouvoir y accéder un peu comme si c'était un file system. Des nouveautés côté VPC également, avec un Block Public Access for VPC qui est un peu comme le Block Public Access d'S3. C'est un endroit centralisé dans la console VPC où vous pouvez déclarativement déclarer que votre VPC ne doit pas avoir d'accès public, donc pas de route, pas d'adresse IP, etc. Et vous avez un seul endroit pour configurer cela. Voilà mon petit résumé dans un podcast un peu plus long que d'habitude, puisqu'on va atteindre les 19 minutes. Je m'en excuse si vous avez vos écoutes du podcast du vendredi qui sont minutées sur votre trajet en voiture ou en métro pour aller travailler. Je crois que ça en valait la peine. La semaine prochaine, il y aura un peu plus d'épisodes du podcast que d'habitude, puisqu'on va essayer de faire des reinvent recap au fil de l'eau pendant la semaine. Je ne sais pas encore avec qui, quoi, comment. Ça va dépendre un peu des gens que je vais rencontrer dans les couloirs des casinos de Las Vegas et de Reinvent. Et puis la semaine d'après, on reviendra sur notre rythme normal des podcasts tous les vendredis, et je suis en train de chercher dans mon planning de quoi qu'on va parler après Reinvent. Le 13 décembre, on parlera de Graviton et de comment porter vos applications pour Graviton. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour des nouveaux épisodes enregistrés à Las Vegas, mais d'ici là, quoi que vous colliez, codez-le bien.